Alors, après cette première mise en bouche, on va avoir la version belge. Mais heureusement, ils s'entendent très bien, je crois. Alors, c'est Catherine Thomas, qui est conservatrice du musée de Charleroi. Et pour tout vous dire, d'être au courant, c'est un peu à cause d'elle ou grâce à elle que je suis ici, parce que c'est ma première réunion post-AGC Histoire du verre. C'était chez Frédéric Gob, l'arrière-petit-neveu d'Émile et le patron de dernier patron de la dernier four indépendant dans la ville de Charleroi. Tu nous en diras plus. De formation, tu es historienne, docteur en histoire de l'Université catholique de Louvain. Tu as commencé d'ailleurs, je crois, par un mandat d'assistanat à l'UNIF, déjà très fort orienté bibliographie, recherche un peu. Puis tu as filé vers les archives nationales et il y a depuis 12-13 ans, 13 ans exactement, voilà, tu es à la tête du musée de Charleroi, qui a aussi toute son histoire, peut-être que tu vas en dire un mot, et qui a encore une histoire future, on espère bien. Et voilà. Alors, mais je te laisse directement la parole. Merci Jean. Alors, je vais vous présenter 4 siècles d'histoire, même un peu plus finalement, répartis en 13 points, donc 13 ans, 13 points, c'était évident, n'est-ce pas? Et donc, vous avez ici le plan que je vais aborder au cours de cette présentation. Alors, vous vous imaginez bien qu'en 40 minutes, je ne vais pas pouvoir entrer dans les détails de plus de 4 siècles d'histoire de l'industrie du verre à Charleroi. Il y a des points que je n'aborderai pas volontairement, parce que sinon, à ce moment-là, j'en ai pour l'après-midi. Je pense que vous aurez tous faim à midi. Donc voilà. Donc moi, je vais aborder vraiment les grandes étapes de l'histoire industrielle de la région de Charleroi. Si ensuite vous souhaitez poser une question plus précise sur un événement précis dans l'histoire du verre, on peut en discuter ensuite, soit après, durant le temps de questions, ou bien soit durant les pauses. Alors l'histoire du verre à Charleroi, c'est une histoire en fait qui remonte très très loin, à savoir que la première mention d'un four à verre dans la région de Charleroi date de 1447, dans le hameau de Lerne, qui ne se situe pas très loin de de ce qui sera plus tard Charleroi, 2 siècles plus tard. Donc vous avez, donc j'ai entouré ici en jaune là où se situait Lerne. Ensuite, on note en 1621 une verrie qui appartient à la famille de Colnay. Bon, Stéphane Palode a déjà parlé de la famille de Colnay dans le cadre de l'histoire des verries de l'Avenois. Donc voilà, on les retrouve en pays de Charleroi. Donc ce qui montre encore une fois, comme Stéphane a montré, que les frontières à l'époque, encore aujourd'hui, ce n'est qu'une vue de l'esprit. En 1666, il y a un événement important qui se déroule dans ce bassin. C'est la fondation, donc l'acte de fondation de la citadelle de Charleroi. Donc pour rappel, Charleroi est la 2e ville la plus jeune de Belgique, la suivante étant Louvain-la-Neuve, qui est née dans les années 1970. Et en 1669, Louis XIV octroie à Jean de Condé, un octroi pour installer une verrie au faubourg de Charleroi. Alors, la fondation de Charleroi, on la doit aux autorités espagnoles, mais en 1169, la région est sous autorité française, parce que le XVIIe siècle est un siècle de guerre, et on a beaucoup joué à les territoires c'est à moi, c'est pas à toi, etc. Donc voilà, donc je reviens sur cette petite carte. Donc vous avez sur votre droite une carte de la région au début du XVIIe siècle. Donc il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que Charleroi en fait a été installé sur le petit village charnois, sur un éperon rocheux au-dessus de la Sambre.
Alors, qu'est-ce qui va attirer finalement le fait que des verriers vont s'installer dans la région? Bien entendu, il y a à l'époque, il y a des bois, il n'y en a plus beaucoup de nos jours, mais par contre, on commence à extraire la houille, et la houille va se révéler être aussi un combustible très intéressant pour les verreries. Alors, si au XVIIe siècle, le développement de la verrie se fait de façon assez relativement exponentielle, elle va connaître un tournant relativement décisif au XVIIIe siècle. Donc, au XVIIIe siècle, c'est l'époque autrichienne. Donc, à l'époque, ce qu'on appelait les Pays-Bas, qui sont la Belgique actuelle, sont sous autorité donc de l'Empire d'Autriche. Et donc, vous voyez donc la carte. Donc, c'est une très mauvaise carte qui représente les Pays-Bas autrichiens à l'époque, vu qu'on représente les Pays-Bas autrichiens avec les frontières de la Belgique actuelle. Mais comme ça, vous pouvez voir où se situe la région de Charleroi par rapport au lieu où nous sommes aujourd'hui, à savoir qu'on est à 40 minutes en voiture, finalement pas très loin. Pardon. Ouf. Alors, en fait, donc, les verries commencent vraiment à bien se développer et il va y avoir une nécessité de main-d'œuvre. Alors, à l'époque où il n'y a pas de téléphone, où il n'y a pas d'internet, où il n'y a pas vraiment d'offre d'emploi dans les journaux, on va voir arriver des verriers qui viennent de la Sarre, de la Souabe, de la Forêt-Noire, pour pouvoir finalement assister, aider, travailler dans les verries de la région de Charleroi, donc du bassin de Charleroi. Et ces verriers allemands n'arrivent pas sans rien. Oui, ils ont peut-être leur canne de souffleur avec eux, mais ils viennent avec une révolution, on va dire, technologique pour la région, à savoir qu'ils arrivent avec la technique du soufflage du verre en canon, ou soufflage du verre en manchon, si vous préférez, du côté français. Alors, qu'est-ce que c'est? Stéphane a déjà abordé tout à l'heure, c'est la technique de fabrication du verre à vitre. Au XVIIIe siècle, on va voir donc s'implanter dans la région de Charleroi de plus en plus, dans des verries déjà implantées qui vont se développer et d'autres verries qui vont s'implanter. Et ici, vous pouvez voir sur des petits extraits de la carte de cabinet de Ferraris qui date de la fin du XVIIIe siècle, des verries représentées sur ces cartes. Là, vous avez pour Jumet. Je vais prendre ça parce que ça m'énerve. Là, vous voyez pour Jumet. Et là, vous voyez pour un autre village qui va devenir un centre important du verre à Charleroi, l'Aude-Linsart, où on voit aussi donc la mention verrie en numéro 59. Dans les mémoires de ces cartes de cabinet, on parle de jolie verrie. Elle devait être bien belle, à mon avis. Alors, on constate également, c'est que donc, le personnel verrier est très mouvant à l'époque. Et en fait, ça va aussi entraîner une installation des verries dans la région de Charleroi, parce que en fait, la demande en verre à vitre va devenir de plus en plus importante. Et on va donc voir apparaître des noms comme Faller, Schmitt, et Andries, par exemple, qui sont tous des noms à consonance allemande, et dont des personnes de Charleroi ont toujours le nom aujourd'hui. Alors, je vais de nouveau, certaines choses vont se répéter par rapport à Stéphane Palode, mais donc ici, vous avez un schéma qui explique comment on fabriquait du verre à vitre avec la technique du manchon. Alors, un autre moment important dans l'histoire du verre du bassin de Charleroi, ça va être l'indépendance de la Belgique. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec l'indépendance de la Belgique, la Belgique va se positionner en tant que peu à peu comme puissance industrielle au monde, première ou deuxième puissance industrielle au monde avec l'Angleterre. Et ce qui va considérablement permettre aux verries de se développer, c'est notamment l'installation du chemin de fer. Alors en 1834, la Belgique, elle compte déjà 21 verries qui comptabilisent ensemble 37 fours et 224 creusets. Et en 1847, donc à peine finalement 15 ans plus tard, presque, le nombre d'établissements verriers n'a pas changé, mais la capacité de production a augmenté de 20% avec 272 creusets. Alors en 1855, la Belgique veut faire sa promotion, européenne, et elle publie l'ouvrage La Belgique industrielle, elle fait la part belle aux images d'Épinal des verries de la région, mais aussi c'est faire la promotion d'un pays qui va devenir finalement une grande puissance industrielle. Effectivement, au XIXe siècle,
la Belgique va vraiment se positionner de façon, enfin, en tout cas en matière d'industrie du verre, de manière importante au niveau mondial. Alors en 1874, il y a 54 verries qui sont actives dans la région de Charleroi, soit il y a une augmentation de 150% en 27 ans. En 1886, le nombre de fabriques décline, elles ne sont plus que 41, mais leur capacité de production a été augmentée, et on passe de 207 à 216 fours et de 1250 à 1300 creusets. En 1886, elle compte 4500 ouvriers. Alors, il faut savoir aussi, c'est que jusqu'en 1884, la Belgique est la première exportatrice de verre plat parce qu'elle occupe une position de quasi-monopole. Et cette position de quasi-monopole va faire qu'elle va un peu se reposer sur ses lauriers et elle ne pense pas vraiment à renouveler son outil. Et on continue d'utiliser de façon, commune, la technique employée au XVIIIe siècle. C'est finalement le fait que d'autres concurrents vont apparaître sur le marché, notamment les marchés français, qui va faire qu'en fait, finalement, on va installer des fours à bassin dans les verries de Charleroi. Alors, pour rappel, je crois que même Stéphane l'a déjà dit, donc c'est une invention de Frédéric Siemens, et qui a connu sa première expérimentation donc, en Allemagne, à Dresde, en 1867. Et il va s'adjoindre Oppermann pour développer un four adapté au verre à vitre. Et des tests sont réalisés en fait à Jumet en 1874. Et leur installation à partir de 1884 va avoir un effet de concentration important sur les verries, à savoir que si on va passer de 41 à 23 verries entre 1886 et 1896, mais on va aussi passer de 4500 ouvriers verriers à près de 10 000. Alors, ici, c'est une carte en fait de la répartition des secteurs verriers dans le bassin de la Sambre et sur le Namurois, parce qu'il y a toujours la Sambre finalement. Alors là, vous avez un four donc la représentation d'un four à bassin. Alors ici, quelques vues finalement des verries de la région. Donc vous avez la verrie de l'Étoile à Marchesneau-au-Pont, les verries du centre à Jumet, dont vous avez vu quelques photos d'intérieur dans la présentation de Stéphane Palode. Alors les verries Baudou, qui sont aussi installées à Jumet, les verries Henri Lambert à Laude-Linsart, les verries Gobog-Miller, dont j'en parlais tout à l'heure, qui sont les seules verries qui après vont rester indépendantes jusque dans les années 1960, et les verries Morel à Laude-Linsart, qui sont, enfin pour ceux qui connaissent un peu la région, qui sont pas très loin finalement du site d'AGC Laude-Linsart actuel. Alors il faut savoir que le savoir-faire des verriers Carolo était reconnu dans le monde entier et qu'il y a énormément de verriers de la région qui sont partis aux États-Unis, en Scandinavie ou encore en Russie, notamment dans le Donetsk. Bon, je ne vais pas faire un cours de géopolitique par rapport à ça, mais notamment pour les verriers belges installés dans le Donetsk à la fin du 19e. Tout cela fait qu'au tournant des 19e et 20e siècles, l'industrie du verre à Charleroi, c'est 15 verries qui occupent près de 8000 ouvriers et qui produisent 205 000 tonnes de verre plat qui sont exportés. Et ce qui fait de Charleroi le premier producteur et le premier exportateur de verre plat. Alors ici on parle des hommes. Ben voici en quelques photos de ces abeilles, on va dire, pour rappeler une exposition qu'on a faite ensemble avec Stéphane en 2018 déjà. Donc vous avez un groupe de souffleurs devant le four à bassin aux verries de la Roue, à Laude-Linsart. Alors un groupe de souffleurs, donc des verries Bénère et Bivort à Jumet. Pour information à Stéphane, on a depuis eu en don l'album. Alors vous avez ici la sortie du verre à vitre des faux d'étendage et les fameuses porteuses de canons qui sont vraiment un symbole de la région de Charleroi. Donc toutes ces jeunes filles qui portaient les canons fendus du four de soufflage au four à l'étendrie. Alors à la fin du 19e siècle, il y a quand même un constat, c'est qu'on est dans une situation à Charleroi de surproduction chronique, que le prix de revient il est excessif,
que le salaire des souffleurs de verre est élevé, mais ça, on l'a de part et d'autre de la frontière, et que surtout aussi, que c'est que la concurrence étrangère est de plus en plus importante. Donc il y a une vraie nécessité de repenser une industrie qui, au final, est restée profondément artisanale. Alors c'est l'époque où en fait plusieurs procédés pour mécaniser le processus de fabrication de verre à vitre sont développés. Et il y en a un qui va être développé à Charleroi et qui va être développé par deux ingénieurs originaires de Charleroi, je rectifie, à savoir Émile Gob et Émile Fourcault. Il y a une petite erreur. Émile Fourcault à droite et Émile Gob à gauche. Alors, en 1903, Fourcault dépose le brevet au ministère de l'Économie pour un appareil pour étirer et recuire le verre en feuille continue. Alors, ce process va être testé d'abord au verre Tilly, que Fourcault possédait dans le Brabant wallon. Et puis, ils vont être testés. Donc, ça, c'est donc quelques vues de reproduction de ce brevet. Donc, un schéma qui explique donc le procédé Fourcault. Donc à savoir que vous avez des débiteuses qui sont placées pour schématiser sur le verre en fusion, et par un système de vases communicants, donc le verre en fusion remonte et est tracté par des rouleaux qui est sur une hauteur de 10-11 mètres, et alors tout en haut, un ouvrier coupe les plaques de verre. Alors, donc, une très belle vue ici. Oh. Il ne veut pas aller plus loin. Ah, voilà. Donc ça, c'est les vérifs. Donc en 1912, en 1905, on crée la Société Anonyme Brevet Fourcault. Alors, cette société anonyme a pour objet de commercialiser finalement le brevet et d'installer des éthéreuses Fourcault à qui voulait acheter le procédé. En 1912, Émile Fourcault décide, avec un consortium d'actionnaires, de créer une verrie purement mécanique, donc de remplacer sa verrie, je veux dire traditionnelle à dents promis, par une verrie purement mécanique. Et c'est en mai 14 qu'elle commence à produire du verre étiré. Bon, après, vous avez la Première Guerre mondiale qui s'annonce, et donc avec les conséquences que cela a eu sur l'industrie du verre à Charleroi. Alors là, vous avez une vue de l'étireuse Fourcault dans les verries de dents promis. Et après la Première Guerre mondiale, il y a quand même quelque chose qui est devenu une évidence, et qu'il y avait une nécessité absolue de mécaniser un outil qui était toujours très artisanal, mais aussi après la Première Guerre mondiale, le marché a complètement changé, la concurrence va devenir de plus en plus importante. Et donc, c'est le temps finalement de la mécanisation de l'industrie du verre à Charleroi. Et elle va passer par deux biais, à savoir d'abord la Société Anonyme Brevet Fourcault, qui va commercialiser le brevet d'étireuse mécanique, qui va conduire à la construction d'une nouvelle verrie exploitant ce procédé à Charleroi et du côté d'Anvers, à Merxem-Lommel, et qui va conduire aussi à la reconversion des anciennes verries à bouche en verries mécaniques. Et alors vous avez aussi la naissance de Mécaniver. Donc Mécaniver, qui est la compagnie internationale pour la fabrication mécanique du verre Liebe Owens. Alors c'est un consortium qui est composé de la Liebe Owens Sheet Glass Company, de la Mutuelle Solvay, de la Société Générale de Belgique, de la Banque de Bruxelles et des directeurs de verries réunis autour de Louis et Ferdinand Lambert, donc des verries des Amandes à Jumet. Et cette société, en fait, avait obtenu le droit exclusif de commercialiser le procédé Liebe Owens en Europe, notamment. Et elle va conduire notamment à la naissance de l'usine de Moll en 1923 et de l'usine de Houdin en 1930. Excusez-moi.
Alors, avec la mécanisation de l'industrie du verre à Charleroi, on va aussi finalement, ça va également sonner le glas du soufflage à la bouche dans les verries belges, en tout cas pour les verries qui produisaient du verre clair, car on va continuer à produire du verre coloré avec la technique du soufflage au canon jusque dans les années 60. D'ailleurs, cette photo date des années 50, et c'est une photo qui était prise au verry de l'Ermitage à Jumet. Concurrence. De nouveau, les verries belges fin des années 30 souffrent énormément. Et finalement, pour ce qui reste des verries qui ont subsisté après la Première Guerre mondiale, va s'imposer la nécessité de se réunir. Ah, voilà. Alors d'abord, il y a la création d'Univerbel en 1930, à laquelle a précédé la création en 1927 de la COBEF, qui est le comptoir pour la vente de la production des verries Fourcault. Alors, quel était le but de la COBEF ? Le but, c'était d'uniformiser le prix de vente sur le marché mondial et aplanir la concurrence entre les différentes verries du pays de Charleroi. Mais la crise de 1929, elle va passer par là. Et en fait, la production de verre plat va s'arrêter entre décembre 1929 et mai 1930. Et ça va vraiment être une période charnière, parce qu'on va vraiment assister à une rationalisation et à une concentration de la production dans les quelques usines qui sont, elles, hautement spécialisées. Alors, Univerbel est créée en 1930, comme je l'ai dit, et elle regroupe 14 sociétés, 18 usines, 20 fours, 200 étireuses Fourcault, avec une capacité de production de 60 millions de mètres carrés. Alors, on assiste aussi au sein d'Univerbel Alors, en 1930, donc, il y a toujours 17 usines, et en 1950, il n'y a plus que 3 usines en activité. Zeebrugge, Laux-de-Linsart et Gilly. Alors, c'est également la période du perfectionnement technique, notamment avec l'adoption du procédé Pittsburgh. Et puis, on va également y avoir une spécialisation des produits, avec des verres épais, double vitrage, verres chauffants, etc. Alors, l'autre groupe qui va être le concurrent direct de Glaverbel, c'est Glaver, donc Société Glace et Verre. Donc, en fait, Glaver, c'est Mécaniver, qui va fusionner avec les 3 glaceries de la Basse-Sambre, à savoir Moustier-sur-Sambre, les glaceries de Glacerie Douany et Glacerie de Floref. Alors, on va assister également à cette époque à une amélioration des procédés de fabrication des glaces, avec par exemple le procédé français Bicheroux. Alors, on a un phénomène de concentration qui va également se produire, à savoir qu'ils vont fermer les glaceries de Floref et les glaceries de Marie-Douany. Et on va également assister à une spécialisation des produits. Je suis dans les temps. Je lis mes fiches parce que sinon je... Et finalement, la mondialisation continue à passer par là. Les 2 groupes commencent à rencontrer des difficultés également à la fin des années 50. Et en plus, elles sont concurrentielles, à savoir qu'elles proposent les mêmes types de produits et des produits de plus en plus qualitatifs. Donc sur le sol belge, on a 2 groupes verriers qui se font directement concurrence. Donc c'est un peu, on va dire, contrainte et forcée pour faire face à un marché mondial de plus en plus, présent, qu'elle fusionne en 1961 pour donner naissance à Glaverbel. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de Glaverbel. N'est-ce pas, Jean? Alors, Glaverbel, c'est la société anonyme Glace et Verre. Alors, Glaverbel, c'est quoi? C'est 8 usines, dont 6 en Wallonie, donc une à Roux, Gilly, Moutier, Oudin, Laux-de-Linsart et Fleurus. Donc, ce sont toutes des verries historiques qui ont subsisté, au phénomène de contraction et de concentration, on va dire, des 50 dernières années. Et les 2 usines en flanc qui ont été créées plus tard, à savoir Molle et Zeebrugge. Glaverbel, en 1961, au moment de sa création, ça représente 7000 ouvriers,
2 centres de recherche à Jumet et à Roux, Roux étant spécialisé dans l'étude des réfractaires. Et à partir de 19... Donc, ça, c'est différent. Donc, vous avez ici donc, la vue aérienne de la division de Houdin. Alors, oui, alors, Houdin, si vous connaissez un peu, le Hainaut, c'est près de la Louvière. Vous avez donc la vue aérienne de la division de Gilly. Donc, Gilly, c'est près de Charleroi. L'eau de Linsart. Donc, c'est un site qui est toujours en activité. C'est l'ancienne verrie du Barnum, en fait, de Lambert. Et puis, vous avez la division de Roux, qu'on en parlera plus tard. Et puis, en fait, à partir de 1967, on a également l'immense siège social que Glaverbell se fait construire à Watermal-Boisfort, et dont l'architecture fait toujours date aujourd'hui dans l'histoire de l'architecture en Belgique. Il faut aussi noter que Glaverbell sera la première industrie sur le sol continental européen à installer le flot de glace dans son usine de Moustier-sur-Sambre. Donc vous avez ici une vue sur l'usine de Moustier qui, elle aussi, est toujours en activité. Alors c'est aussi l'époque des nouveaux process et des produits de haute technologie. Alors on a notamment ce qu'on appelait à l'époque, ce que l'on appelle toujours le verre Stopway. Donc le verre Stopway, c'est un verre métallisé anti-soleil, anti-chaleur, qui a fait aussi les beaux jours d'architecture en Belgique dans les années 60 et au début des années 70. On a ici le magnifique bâtiment de la Royale Belge qui est situé également à Watermal-Boisfort, qui vient d'être restauré et pour lequel AGC a recréé un Stopway, mais version, on va dire, contemporaine. Et puis là, vous avez... alors, ils ont aussi travaillé sur le VHR feuilleté, donc le process du VHR feuilleté. Donc ça, c'est une capture d'écran des petits films en fait qu'on a hérité en fait d'AGC quand ils ont fermé leur centre de recherche à Jumet. Et ben, en fait, on a récupéré tous leurs anciens films et toutes leurs photos. Mais on va dire que malgré ces points positifs que je viens de vous présenter, ils ont commis aussi quelques erreurs stratégiques. D'abord, la première, c'est que, en fait, comme à l'époque du soufflage au canon, on pensait que tout allait toujours bien fonctionner avec cette méthode-là, eux, ils ont cru, en fait, que tout allait toujours bien aller, même en ne modifiant pas, en renouvelant pas leur industrie. Et donc, du coup, ils ont continué à faire du verre tiré. Et même s'ils avaient déjà, même en ayant créé une ligne de flotte à Moustier. Donc en fait, ils ont un peu raté l'évolution technique qu'ils auraient pu déjà faire dans les années 60. Alors le groupe a pris énormément de retard dans le domaine commercial, ce qui a entraîné de mauvais résultats financiers, à savoir qu'en 1961, ils font 227 millions de francs belges de bénéfices, et en 1971, ils n'en font plus que 61 millions. Et c'est sans compter la concurrence latente qui persistait toujours entre les anciens de Glaver et les anciens d'Univerbell qui pourrissaient finalement les couloirs de l'entreprise, on va dire. Et finalement, c'est un peu la mort, pas dire la mort dans l'âme, que le groupe a été racheté par BSN. Donc BSN, c'est Boussois, Souchon, Neuvezel. Donc Boussois, c'est les glaceries de Boussois. Et Souchon, Neuvezel, ce sont les productions de bouteilles, de contenants. Et donc c'était racheté par BSN en 1972. Pourtant, en 1973, le groupe BSN se reconvertit dans l'alimentaire. Je suppose que si je vous parle de Danone, Gervais, vous savez de quoi on parle. Mais ça, c'est le groupe des BSN. Mais malgré tout, ils vont consentir à des énormes investissements sur Charleroi et dès 1974. Donc, à savoir qu'il va y avoir un vrai redéploiement de Glaverbell dans les années 70 et qui a finalement été la structure, on le verra plus tard, d'AGC dans les années 2000. À savoir qu'on va créer 2 ensembles intégrés. Le Linsart qui va être vraiment le centre où on va produire tous les produits en lien avec le bâtiment. Et à Fleurus, on va tout ce qui est en lien avec l'automobile. On va restructurer le centre de recherche de Jumet parce que le gros problème finalement au niveau de Glaverbell, c'est on faisait beaucoup de recherches mais on exploitait peu au niveau industriel.
On va aussi créer une usine à Seneffe. Donc Seneffe, c'est un quart d'heure de Charleroi, donc plus quand vous allez sur la Louvière. Et on va fermer définitivement, après notamment une grande crise sociale qui est survenue dès 1974, des divisions de Gilly et de Houdin. Alors on a aussi le problème qu'il va y avoir une crise économique aussi qui va passer par là en 1974 et qui va aussi entraîner une chute des exportations malgré le redéploiement de 35% entre 73 et 75, les charges salariales qui augmentent et l'augmentation au prix aussi des matières premières. Au final, vu la reconversion du groupe BSN dans l'alimentaire, Glaver Bell sera abandonné par BSN et le groupe sera vendu en 1981 au groupe Asahi Glass, donc au groupe japonais Asahi Glass. Et à cette époque, Glaver Bell va commencer à renouer avec les bénéfices. Et à l'exception de l'usine de Mol, toutes les autres, donc en Flandre, toutes les autres divisions transforment le verre produit à Moustier sur les lignes de flotte en produit à haute valeur ajoutée. Et à l'époque du rachat de Glaver Bell par Asahi, le verre emploie 1500 personnes à Charleroi. Et il faut noter qu'en 1987, Glaver Bell va faire son entrée en bourse. Alors, les années 90, qu'est-ce que ça va représenter pour Glaver Bell? Donc, Glaver Bell, même s'il appartient au groupe Asahi, il continue à voler de ses propres ailes sur le continent européen. Et la chute du mur de Berlin et la fin de l'Union soviétique va entraîner finalement un certain redéploiement du groupe, à savoir qu'il va reprendre en main toute la production de verre plat en Tchécoslovaquie, notamment l'usine de Teplice. Alors, pour la petite histoire, l'usine de Teplice, c'est l'usine de Max Muller, qui était l'ami d'Émile Fourcault. Donc, comme quoi la boucle était d'une certaine manière bouclée. Par ailleurs aussi, il faut savoir que le groupe Asahi, il a été mis en place en 1907 grâce à des verriers de Jumet. Donc, de nouveau, les frontières, elles vont bien... les frontières, c'est pas une question uniquement France-Belgique, c'est vraiment bien au-delà, quoi. Alors, dès 1997, Glaver Bell va investir en Russie et il va reprendre aussi en main la production du verre plat russe. Et en 1998, Glaver Bell reprend les activités de PPG, Glass Industries, notamment l'usine de Boussois, qui est devenue AGC. Après. Alors en 2002, Glaver Bell va intégrer définitivement AGC. Et donc en 2007, Glaver Bell devient AGC, excusez-moi, je dis AGC, mais on peut ça. Moi je le dis à la française. AGC Glass Europe. Et finalement, voilà, donc depuis 1981, Glaver Bell appartient au bateau AGC, on va dire ça comme ça. Et ça fait presque plus de 40 ans. Et qu'est-ce qu'il en est finalement de l'industrie du verre à Charleroi aujourd'hui? En 2017, j'ai commencé par les mauvaises nouvelles. En 2017, on prend la décision d'arrêter les activités d'AGC Roux. Donc AGC Roux, on y produisait du panneau photovoltaïque, également des verres colorés et imprimés. Et donc l'usine a été fermée et tout l'outillage a été vendu. Donc les friches industrielles sont toujours debout. Le four est d'ailleurs magnifique à voir. Si vous aimez bien l'urbex, je vous invite à vous y promener. Mais voilà, c'est un site qui a été reconverti en box de stockage par une société belge qui est spécialisée dans ce genre de commerce, je vais dire. Il n'y a pas très longtemps, en 2023, AGC Fleurus a été vendu à l'entrepreneur Strazante. Donc en fait, à AGC Fleurus, donc comme il avait été décidé lors du redéploiement de Glaver Bell dans les années 70, on fabrique du pare-brise. Et l'usine va continuer à fabriquer du pare-brise. Alors en 2024, donc c'était tout récent, on vient d'annoncer une restructuration de AGC Moutier. Donc Moustier, qui était donc à l'origine une glacerie reconvertie en usine de flot de glace dans les années 60,
Ben voilà, ici on a annoncé une restructuration, et donc avec une perte d'emploi à la clé, peut-être l'arrêt d'un des 2 fours. Mais les bonnes nouvelles quand même, malgré tout. Alors en 2018, AGC a investi 18 millions dans sa division de l'Aude-Linsart et qui produit à l'heure actuelle le Finéo. Donc le Finéo, qu'est-ce que c'est? C'est un vitrage sous vide hyper isolant. Et aujourd'hui, l'Aude-Linsart occupe 400 personnes. Alors malgré les menaces de restructuration, de fermeture, finalement le site de Senef a été maintenu. À l'heure actuelle, il fabrique ce qu'on appelle il est dans le secteur de l'automotive, dans tout ce qui concerne le vitrage pour les trains. Mais également, il produit le verre Pyrobel. Donc le Pyrobel, c'est le verre anti-feu. Et c'est environ 100 emplois. Donc finalement, ça fait 500. Alors, en 2014, le groupe a inauguré à Gosselies son centre de recherche européen qui occupe 300 personnes. Donc vraiment, on y centralise toute la recherche pour le secteur Europe d'AGC. Et l'autre point, c'est qu'en 2014, aussi en Belgique, mais à Louvain-la-Neuve, ils ont inauguré leur siège social aussi européen qui emploie 500 personnes. Donc si on comptabilise bien, aujourd'hui, ça fait 500, plus 300, ça fait 800, 900, et donc ça fait, on va dire, 1300 personnes qui aujourd'hui sont dans le bassin, enfin, en tout cas, dans le groupe AGC le groupe AGC occupe 1300 personnes dans le secteur du verre, que ce soit à Charleroi ou bien Louvain-la-Neuve, qui finalement, c'est le centre administratif du groupe. Donc ça, vous avez donc le bâtiment d'AGC à Gosselies et le bâtiment d'AGC à Louvain-la-Neuve. Bon, bien sûr, ce sont 2 bâtiments qui mettent en exergue les produits de haute technologie d'AGC. Mais finalement, d'une industrie, des soubresauts de la verrerie au XVIe siècle, à la gloire du monde verrier-Carolo au tournant des 19e, 20e siècle, au verre à Charleroi aujourd'hui, on a fait du chemin. Donc voilà, finalement, si on remonte à l'ère, on a presque 600 ans d'histoire. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? On ne peut pas être et avoir été. Donc effectivement, pour ceux qui auraient encore la prétention de croire que Charleroi va de nouveau se repositionner comme centre mondial de verre, de production du verre de manière générale, je pense que on rêve. Maintenant, malgré tout, je trouve que ce qui est quand même intéressant à souligner, c'est que Charleroi a toujours sa place dans le domaine industriel du verre. Je pense que d'avoir choisi Charleroi comme centre, pour installer son centre de recherche, ça a aussi toute une symbolique. Le fait qu'on continue à produire des verres de haute technologie dans la région, ça a aussi son importance. Alors, il y a aussi un constat, c'est que en fait c'est une histoire qui reste à écrire, parce que finalement ici je viens de vous brosser une ligne du temps en 40 minutes, je veux dire plus ou moins, et finalement on se rend compte que on connaît les dates de création, les dates de constitution qui faisaient partie de ces industries, etc. Mais finalement, on en sait très peu sur l'histoire de ces industries. Donc c'est une histoire qui reste à écrire. D'ailleurs, pour info, comme ça j'en parle déjà, on va consacrer une exposition à Glaverbell en 2030, dans le cadre des 200 ans de la Belgique. Donc voilà. Mais c'est une histoire qui reste à écrire, mais sans archives, vu que les archives de Glaverbell ont disparu. Sauf pour Roux, parce que là, elles ont fort heureusement été sauvées. Et on peut aussi dire que cette histoire a quand même malgré tout laissé son empreinte sur le territoire. D'abord, je vais parler du château Mondron, qui est un symbole important pour l'histoire du verre à Charleroi. Il y a aussi les Climbias, qui ne sont pas directement liés à l'histoire du verre, mais qui fait quand même écho à cette histoire industrielle de la région. Il y a aussi la problématique de la sauvegarde du patrimoine industriel verrier. À l'heure actuelle, si en Belgique on se bat pour sauvegarder des hauts fourneaux, des charbonnages, le verre, ça n'a jamais existé. Pourtant, il y a une très belle opportunité de sauvegarder un site, puisque le site d'AGC Roux, il est là. Toute la partie ancienne est toujours, accessible. Bien entendu, il faut de l'argent,
mais il y aurait moyen de faire quelque chose à ce niveau-là. Et puis il y a le musée du verre, quand même, qui malgré tout, ben voilà, le musée du verre est le fruit aussi finalement de toute cette promotion du verre dans les années 60 que souhaitait Glaverbell, que souhaitait Glaverbell. Et donc nous on est toujours là aussi pour raconter cette histoire, pour raconter l'histoire du verre et pour raconter aussi la technologie du verre aujourd'hui et l'art contemporain. Et donc, si jamais vous souhaitez nous rendre visite, j'en profite pour faire un peu de publicité. C'est à 40 minutes d'ici. Donc, n'hésitez pas à nous rendre visite. Ce sera toujours avec plaisir qu'on vous recevra. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on peut encore se parler après. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment. Merci pour cette belle présentation transfrontalière. Simplement, ayant connu personnellement la désindustrialisation ici de la région, dans les années fin 70-80, totale sur toutes les activités économiques ici locales. La Belgique aussi, on a connu la désindustrialisation dans la région de Charleroi de toute la sidérurgie. Mm-hmm. Quelle est dans les causes de disparition de tout ça, quelle est la part de délocalisation de certaines entreprises liées, par exemple, aux coûts salariaux, comme nous le voyons encore avec les grosses usines en sidérurgie, notamment, qui sont en train de partir à des pays à coûts salariaux bas. Voilà. Quelle est la part? Est-ce que dans toute la région de Charleroi que vous avez évoqué ici, est-ce qu'il y a des industries qui ont quitté le bassin de Charleroi pour aller s'installer, je ne sais pas moi, en Pologne ou voire plus loin, pour des raisons de coûts salariaux? Alors, le seul exemple dont je peux parler, c'est AGC Roux, qui a clairement été fermé parce que il produisait notamment et surtout du panneau photovoltaïque. Que en fait, produire pour AGC du panneau photovoltaïque, ça revenait très cher, alors qu'en Chine, on en fabrique, entre guillemets, meilleur marché qu'en Europe. Et en plus, tout l'outillage a été vendu pour être réinstallé en Tchéquie, par exemple. Donc maintenant, tout ce qu'on faisait, aujourd'hui, tout ce qu'on faisait à Roux, on le fait en Tchéquie, par exemple. Oui, mais c'est pas la société qui s'est délocalisée. Non, il n'y a pas de délocalisation. C'est des fermetures. Ce sont des fermetures pures et simples. Elles ne se déplacent pas ailleurs. C'est ça. Merci. Maintenant, Jean est du Sérail, donc peut-être qu'il aura plus d'infos que moi à donner. Vas-y, je t'en prie. Mais par exemple, le verre automobile et d'AGC, et ça concerne à la fois la Belgique et le nord de la France, jusqu'à 10-15 ans, était encore présent, Fleurus, Plintex en Belgique, mais il y avait des sites, des ex-sites, sites de Boussois, Donchéry, encore un autre site, Boussois. Tous ces sites ont vivoté en quelque sorte, et maintenant la politique de AGC dans le domaine automobile, on a pratiquement abandonné l'Europe du Nord-Ouest, Belgique et nord de la France. On avait investi progressivement en République tchèque. Ça a pris de l'ampleur. Et AGC, il y a 15-20 ans, a démarré un site en Hongrie. En partant d'une feuille blanche, il n'y avait rien du tout, aucune expérience industrielle. Ça a été d'ailleurs assez compliqué à mettre en place. Et en parallèle, ils avaient investi dans la partie automobile en Russie, à Bor, près de Nijni Novgorod. Ça a été cédé pour des raisons stratégiques il y a 1 an et demi à des investisseurs russes. Et maintenant, le verre automobile d'AGC, il se concentre principalement en Europe centrale, République tchèque et Hongrie. Alors c'est vrai, les discours officiels des patrons d'AGC il y a en 90, 91, quand ils sont entrés dans le capital de Glavunion en République tchèque, ils avaient promis juré qu'il n'y aurait pas pas un emploi perdu en Europe occidentale. Bon, vu rétrospectivement, ils ont tenu parole pendant 15-20 ans, mais maintenant, les faits sont là.
tout s'est recentré sur l'Europe centrale. Oui, si je peux rajouter un mot à ce que vous dites, il y a le déplacement vers l'Est, mais il y a eu aussi, à la fin des années 90, pour le vitrage bâtiment, l'Europe de l'Ouest était déjà fort équipée en double vitrage, et donc la production il y avait plus de demandes d'équiper l'Europe de l'Est, et donc de fait, comme le verre est quand même un matériau lourd, le transport coûte, et donc la fabrication du verre à vitre s'est aussi décalée vers l'Est de l'Europe. Pas que pour Gaverbel, hein, pour les autres aussi, quoi. Donc il y a le coût de main-d'œuvre, mais il y a aussi la demande du marché qui était déplacée vers l'Est. À mon avis, ces thèmes seront réabordés cet après-midi de manière plus structurée. Oui, justement, la question des transports. Je veux revenir en amont, moi, sur l'implantation de ces verreries. Donc au XVe, XVIIe siècle, la question vaut pour l'intervenant précédent aussi. Vous avez parlé des matières premières, du combustible, évidemment, qui jouent des rôles fondamentaux. Mais la question des transports, donc des voies de communication et de la clientèle, des marchés. C'est-à-dire, ça s'implante ici, on comprend pourquoi, mais dans quelle mesure les infrastructures de ce transport et les marchés à proximité jouent un rôle, parce que effectivement, ça coûte cher de transporter du verre. En plus, c'est fragile, donc on a vu les haras, c'est ça, avec la paille. Voilà, toutes ces questions-là jouent un rôle. Est-ce que, par exemple, le creusement de certains canaux ou des choses comme ça comment ça s'est passé et ça a facilité l'implantation, si vous voulez. Mais en Belgique, bon, on parle de l'industrie du verre, bon, il y a aussi la sidérurgie et le charbon. Il faut savoir que tout ça s'est accompagné d'un vaste développement du réseau ferroviaire, fluvial, qui permettait de rejoindre le port de Zeebrugge, le port d'Anvers, d'exporter dans le monde entier. J'en ai pas parlé ici parce que bon, voilà, comme j'ai souligné dès le départ, je ne saurais pas aborder tous les points, mais les lignes de chemin de fer rentrent jusqu'à l'intérieur des verries. C'est dans les verries, donc tout est encaissé, tout est chargé dans les trains, puis donc de ces lignes secondaires rejoignent vers les gares plus importantes, Charleroi Sud, Charleroi Nord, Charleroi Ouest, et à partir de ces trois gares, à ce moment-là, les trains partent vers Bruxelles, Anvers et la mer du Nord pour être exportés à travers le monde entier. Et pareillement, la Sambre va être très vite un lien, je veux dire, commercial important pour la production du verre à Charleroi. Et ensuite, au XIXe siècle, il y a le creusement du canal Albert, qui va permettre aussi de relier Charleroi à Anvers par un lien fluvial, là, qui a été voulu par l'homme. Il y a aussi la déviation de la Sambre, l'agrandissement de la Sambre. Donc tout a été mis en place à l'époque, au XIXe siècle, pour permettre l'exportation vers les marchés, non seulement donc de la production des verries et de Charleroi et du centre, mais également pour tout ce qui est le charbon et tout ce qui était le produit aussi métallurgique. C'est le combustible qui importe au départ, et puis ensuite, ça va être les sources d'approvisionnement du combustible. Alors les Belges, leur force, c'est que c'est un tout petit pays, et donc en fait, ils n'ont d'autre choix que de viser l'exportation. En France, on s'est quand même reposé très longtemps sur ses lauriers en mettant en place des barrières douanières que l'on contourne en fait. Puisqu'on a parlé de Boussois, c'est vrai que je n'ai pas abordé, mais il y a 3 usines qui vont se créer. 2 usines à la frontière, mais sur la Sambre. Donc en fait, on récupère le charbon qui vient de la Sambre belge, qui remonte tout simplement. Et vous avez l'usine de Boussois et l'usine de Gemont, qui sont des créations belges, avec des capitaux belges, avec des verriers belges. Et vous avez une autre création, c'est l'usine de Rouzy, qui est créée par des capitaux anglais. D'ailleurs, ça va poser un petit problème puisqu'elle est détruite pendant la Première Guerre mondiale, mais on leur dit, les Français disent, de toute façon, on n'a pas de convention avec vous, on vous offre pas de dommages de guerre.
Bien sûr, ça va hurler dans les ambassades et ça va se rétablir. Mais donc l'idée pour les Belges, c'est d'arriver sur Boussois, Réquigny, Gemont pour atteindre le marché français. Parce que ce sont des usines sur le sol français, mais qui sont des extensions belges, en fait. Alors nous, on va avoir le chemin de fer. Nous, le problème qu'on a, c'est par exemple dans la région, quand on va cesser d'utiliser le bois, on va l'utiliser très longtemps, on est obligé de faire venir le charbon de Charleroi. Parce que le chemin de fer n'est pas encore développé jusqu'à nous. Et ce qui fait qu'en plus, le charbon de Charleroi s'arrête à Maubeuge, et ensuite il est convoyé par voiture, par Charrois jusqu'à Quicangrande, par exemple, qui est à 15 km à vol d'oiseau, ce qui pose d'énormes problèmes, et le problème que n'ont pas les verries belges, par exemple, le chemin de fer, ça passe, nous, on défonce les routes. Vous savez, les fameuses barrières de dégel, les maîtres de verrie de la région payent pour les routes qu'ils défoncent, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas être approvisionnés en charbon. Je ne connais que de rares exemples, alors en Belgique non, mais en France oui, mais c'est pas ici, où des verries sont à la limite de fermer. Par exemple, c'est la verrie de Voreau, à côté de Soissons, qui est parce qu'il a fait tellement froid que les canaux sont gelés. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'ici, à partir du moment où vous êtes sur la Sambre, on va canaliser la Sambre et on va faire un raccord avec l'Oise. Ce qui fait qu'on va pouvoir desservir le marché parisien. Donc l'idée après, ce sera de desservir Paris, ce sera la voie de chemin de fer. Et alors nous, effectivement, vous pourriez nous dire, nous c'est Paris, oui, pour le flaconnage, ça va être Paris par la voie de chemin de fer, mais vous avez remarqué qu'à Trédon, on n'a pas de gare. En fait, si, on va en créer une facsimilée avec une voie privée pour arriver à la gare de Glageon. Mais ce sont des voies qui seront ensuite supprimées. Mais on a besoin de tout ça pour soit accéder sur Paris, et puis après, les bouteilles de champagne, de toute façon, c'est pas compliqué. On vise que la Champagne, en fait. Et c'est ce que disait tout à l'heure Madame Thomas, quand on va vers le marché, in fine, Saint-Gobain va investir à Hirson, Boussois, Souchon, Neuvecel vont investir, enfin c'est Souchon, Neuvecel à l'époque, à Fourmi, deux concurrents, et puis au final, qu'est-ce qui va se passer? On va finir par créer des usines directement dans les vignobles champenois. Donc là, le plus gros exemple, c'est Saint-Gobain-Wary, enfin ex-Saint-Gobain, puisque Saint-Gobain a supprimé tout ce qui était sa partie vers Creux, et donc ça permet d'être directement sur la zone de marché. Ce qui s'est produit pour le verre plat, effectivement, ce que disait la personne ici présente, on se rapproche maintenant directement de la zone de marché. Et ça fait un petit peu fou. Ça fait comme si on se rapprochait avant de la source de bois et qu'on déplaçait son... Mais là, on se rapproche de la zone de marché, puisqu'en fait, on a juste à transporter l'énergie, les matières premières. Alors effectivement, c'est pondéreux. Alors méfiez-vous quand même, ça casse pas tant que ça. Ça casse pas beaucoup. Les bouteilles de champagne sont chargées en vrac. On a normalement à peu près 1% de casse, pas plus. Et en plus, il faut 3 jours pour aller à Reims. Et quand la veuve Clicquot ne reçoit pas ses bouteilles au bout de 3 jours, elle écrit en disant « Où sont mes bouteilles ?» Parce qu'elle a peur qu'on lui ait piqué. Ça, c'est un autre problème. Et si, pour reprendre le cas belge, ce n'est pas non plus un hasard si à un moment donné, il y a toujours d'ailleurs, qu'il y a une usine à Zeebrugge, donc mer du Nord, qu'il y a toujours une usine à Mol aussi. Donc finalement, c'est près d'Anvers, près de la mer du Nord. Et aussi, Mol, il y a le sable, les sables à Mol aussi également, les mines de sable à Mol. Donc on se met aussi, et finalement proche des voies de commercialisation. Mais dans le cadre de Mol, c'est aussi proche de la matière première. Alors, on a encore une question. Le temps passe et on n'a qu'une heure pour manger. Donc, je passe la parole à Bernard Collin. Et c'est la dernière question. Oui. Mais non, c'est parce que Stéphane, je suis juste derrière Stéphane, donc j'ai peur de ce que je vais demander. D'abord, rappeler à Stéphane que la gare n'est pas sur Glageon, elle est sur Trélon, tu devrais le savoir quand même. Bon, alors, Madame, ici, le problème ici, c'est que nous avons une forêt qui correspond à la forêt qu'on retrouve à Chimay, parce qu'on n'évoque pas ici. Évidemment, c'est une verrie de verre creux qui est à Momigny, qui est encore un fleuron pour la Belgique dans le Hainaut, qui est complètement désindustrialisé et qui a été repris, un groupe allemand aujourd'hui, et qui se porte encore relativement bien. Bon, donc ici, en ce qui concerne l'énergie, nous avons été bassinés, Stéphane nous a bien expliqué en son temps, sur l'utilisation du bois. La forêt est proche. Nous sommes les pieds dedans, pratiquement. Et l'utilisation de la forêt, qui porte encore des traces aujourd'hui d'une surexploitation pour alimenter des fours, puis le passage au charbon de bois, etc.
Et est-ce que vous avez parlé, vous avez à ce stade-là, parce qu'il n'y a pas de grande forêt autour de Charleroi. Nous sommes la continuation de la forêt ardennaise, belge et de la forêt noire. Donc c'était une forêt extrêmement dense et riche avec du bois de chauffage. Vous avez, est-ce que c'est concomitant à l'arrivée, à l'exploitation du charbon en Belgique? Pour les verreries. Oui. En fait, c'est parce qu'il y a du charbon à Charleroi que les verreries s'installent à Charleroi. Voilà. Vont s'installer dans la région de Charleroi, puis alors après, Charleroi va Parce que nous, les historiens très très compétents qui nous ont toujours expliqué qu'elle serait venue ici dans le coin pour l'énergie, c'est-à-dire les forêts. Et pas pour le sable, il n'y en a pas. Mais on nous a expliqué ça. Donc, même s'il y a que 40 kilomètres entre vous et nous, il y a quand même des différences fondamentales, je pense, pour les motivations des installations et la disparition extrêmement rapide, brutale de tout le tissu industriel ici dans les années 80, qui a été d'une brutalité, mais vraiment qui a entraîné un taux de chômage qui perdure toujours aujourd'hui.